Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Petit Pilier qui est ouvert pour 20 minutes, comme tous les lundis soirs, toute l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, il y a beaucoup de choses à raconter. Deux chroniqueurs sont sur ce plateau pour débriefer, commenter tout ceci. Il s'agit bien évidemment de Nicolas Paolorsi, habitué de cette émission, journaliste à RMC Sport. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous, à vos côtés, toujours impeccable, costume, cravate, la plume du Midi Olympique. Jérôme Prévost, bonsoir Jérôme, merci bonsoir d'être avec nous. Pour le disait, beaucoup d'actualités, 4 thèmes ce soir à la une de cette émission. Nous évoquerons bien évidemment le top 14 avec la perf de cette journée pour l'Union Bordeaux-Bègles, vainqueur au Racing. Et quel match ce week-end, le bid du week-end, encore en top 14, il est pour la section paloise, battu à domicile par Toulon. Nous évoquerons également une actualité beaucoup plus triste avec, il y a un an, c'était le décès sur un terrain et juste après de Nicolas Chauvin, le joueur espoir du Stade français. Nicolas Chauvin, un an après, qui était mort des suites d'un plaquage lors d'un match à Bègles. On se posera également la question, plus jamais ça, le décès d'un jeune joueur ou un autre sur un terrain et notamment avec les nouvelles règles instaurées dans le monde amateur sur les plaquages. Messieurs, on commence. Première mêlée du soir, la perf, vraiment, avec un immense P du week-end. Bordeaux-Bègles, beau vainqueur, très très beau vainqueur au Racing. Match incroyable, dans tous les standards du jeu, très très peu de fautes, très peu de déchets, des essais dans tous les sens, sur une pelouse particulière, ce synthétique, dont on se demandait si d'ailleurs Bordeaux avait la capacité de pouvoir jouer quelque chose sur cette pelouse. On rappelle que l'année passée, ils en avaient pris 45 au Racing, l'UBB. Là, ils vont chercher la victoire, alors qu'en première mi-temps, ils dominent largement, mais malgré tout, ils se font contrer. Il y a des faits de jeu qui sont contre eux, et mentalement, ils sont présents. Ils font 30 dernières minutes de folie. Franchement, là, ils ont vraiment marqué les esprits parce que sur les 8 premières journées, on disait oui, Coupe du Monde et tout ça, voilà, le championnat est pas vraiment le niveau habituel du top 14. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Victoire méritée, Jérôme Prévost, l'UBB deuxième, solide deuxième pour l'instant de ce top 14, peut-être premier dans 3 semaines quand La Rochelle viendra ici, que Lyon se déplacera. Comme Nicolas, vous êtes de son avis, très grosse performance. Pourtant, ce n'est pas le genre de rugby que vous aimez en général. Plutôt la pluie, 6-3, l'hiver, terrain pourri. Là, on reparlera pour Pau-Toulon. Oui, on va parler de Pau-Toulon juste après. Non, mais Bordeaux a fait une performance ahurissante qu'il faut célébrer sans réserve, absolument. J'ai envie de citer Cordero, que j'ai trouvé étincelant. Décisif sur la dernière action, entre autres. Absolument. Radradra, bien sûr, magnifique. Ce n'est pas parce qu'il a signé dans un autre club qu'il va être en roue libre, apparemment, donc c'est magnifique. J'ai le souvenir d'une passe de Jalibert, une passe sautée exactement dans le bon tempo, le bon geste au bon moment, magnifique. Et on voit Christophe Furios qui a eu sa petite phrase à l'issue du match, qui a dédié cette victoire aux, je cite, incompétents qui critiquaient sa manière de jouer, son être, et qui le réduisaient un petit peu à un entraîneur juste bon à avoir un jeu restrictif. Non, mais Nicolas, vas-y Jérôme, pardon. Non, mais je pense qu'il faut arrêter avec ce débat sur le jeu, pas de jeu, le non-jeu. Vous êtes d'accord avec lui ? Mais oui, parce que après le match. Non, mais on va être clair. Le rugby, il arrive que ce soit spectaculaire, ok, mais ce n'est pas fait pour ça. Un sport, ça ne relève pas de la mise en scène. Ce n'est pas un spectacle. Il arrive que des matchs soient magnifiques. Il faut le relever quand on aime ça. Mais je veux dire, il ne faut pas chercher le beau jeu pour le beau jeu. C'est ridicule. Le match était magnifique. Il ne faut pas aller chercher d'autres raisonnements. Christophe Furios a le droit de répondre aux gens qui sont toujours des grincheux, là, qui sont insupportables. Nicolas ? Oui, énervé. Vous l'avez brusqué. Non, mais je crois que c'est vrai qu'en tout cas, c'est une équipe qui correspond vraiment à l'UBB. Urios et son staff ont créé ça. C'est-à-dire que c'est une équipe avec certaines valeurs qu'on retrouvait avant par le passé, qu'on avait perdu avec certains staffs techniques, et notamment, c'est vrai, Rory Tig. Là, on retrouve le Bordeaux, voilà, flamboyant, capable de renverser des matchs, d'envoyer du jeu avec des 3/4 quand même étincelants. Et c'est vrai que ça faisait quelques saisons qu'on ne l'avait plus. Et je trouve que ce club-là, cette équipe-là, incarnée par Christophe Furios, colle parfaitement à Bordeaux et à l'UBB. C'est une manière de marquer leur territoire aussi, en s'imposant comme ça chez un gros. Ça montre aux autres que c'est sérieux l'UBB. C'est le résultat. Et le résultat, ils ont gagné à l'extérieur chez un récent champion de France. C'est extraordinaire, puisque Laurent Traverse, l'entraîneur du Racing, a dit que pour lui, les 2 premières places, c'était mort. Donc ça veut dire que ces 2 premières places, elles sont libres. Alors, pour qui ? J'ai une petite idée. Et on en parlait la semaine dernière à l'UBB. Donc vainqueur au Racing, on va dire un mot avant de passer au bid du week-end, parce qu'il y en a un, en tout cas, bien évidemment. C'est la victoire de Brive contre l'autre équipe parisienne, le Stade français.
logique. Brive s'imposer et se donne énormément d'air pour le maintien. Ouais, c'est quand même l'autre perf du week-end. On disait la semaine dernière, hein, Brive à la maison très solide sur cette nouvelle pelouse avec un Jérémy Davidson qui fait un boulot de folie face à un Stade Français qui est en mission commando et qui commence à retrouver certaines valeurs. Et malgré ça, les brivistes ont réussi à s'en sortir. Franchement, ils marquent de très très gros points. Et à l'image d'un Bordeaux qui met le Racing à 15 points, c'est vrai que ces brivistes là, ils ont quand même fait très très mal. C'est un gros coup sur la tête du Stade Français quand même, hein, parce qu'au niveau du point d'avérage particulier en fin de saison, ça va compter énormément. On voit le classement de ce top 14, Brive qui se donne beaucoup d'air, vous le disiez Nicolas, maintien acquis quasiment déjà. Maintien acquis, j'irai pas jusque-là, mais moi j'ai envie de... Brive qui est 8e de ce top 14. Ouais, j'ai envie de célébrer la prestation de Julien Blanc, le fils d'Éric Blanc. Oui, car c'est un homme qui était l'an dernier à Pau, qui jouait très peu, et là il se retrouve à Brive, il est titulaire très souvent, et moi je dis que c'est un demi-mêlée qui titille presque les demi-mêlées de l'équipe de France, qui est le poste où on est censé être le plus riche. Moi j'adore Julien Blanc, et je lui rends hommage là. Mais c'est fait. Ce micro. Hein, c'est fait, il a fait, bien fait. Bien fait. Bon, allez, après les perfs du week-end en top 14, on le disait tout à l'heure, le bid, ou en tout cas le flop, on va pas être trop méchant, avec la section paloise battue à domicile dans des conditions difficiles par Toulon, 19-9, logiquement. Oui, logiquement, mais c'est Toulon qui a fait un très beau match. Toulon a été meilleur en conquête, donc meilleur dans l'occupation. Toulon avec 4 sauteurs, c'était la clé du match. Toulon a donné la leçon en touche à Pau. Et ensuite, tout s'est enchaîné en défaveur de Pau et en faveur de Toulon. Corrigé à domicile, hein, la section, ouais, c'est un peu fort le mot corrigé. Tout dit, sur une pelouse qui est d'ailleurs catastrophique. Hein, l'état de la pelouse à Pau, on peut se poser quelques questions. Dans des conditions météo très particulières, on a retrouvé le grand Toulon, le vrai Toulon, très très fort devant. Et depuis le début de saison, ça faisait quand même quelques temps qu'on ne les avait pas vus aussi solides. Donc la section rentre un peu dans le rang. C'était attendu quand même, hein, avec le retour de tous les internationaux et des grosses armadas qui se renforçaient. Ils ont fait un superbe début de saison. Maintenant, ils rentrent un petit peu dans le rang. Ils ne sont pas morts loin de là, mais ça va être compliqué d'accrocher ce wagon dans les Suisses quand même. 5e, 9e, ils sont. La section paloise 9e, 5 victoires, 5 défaites. La section est à sa place. Est-ce qu'on peut dire ça après presque la moitié du championnat? Non, écoutez, moi je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est normal que la section regarde vers le haut. Moi, je dirais qu'ils ont été battus vraiment par meilleur qu'eux. Hein. Une équipe qui aligne Paris C, je l'ai déjà cité, qui aligne Serein, qui n'est plus sous le maillot de Bordelais, Carbonel, Bello. Moi, je dis que c'était trop fort dans ce genre de match pour Pau, tout simplement. Pau va jouer le maintien avec Bayonne, Agen, ou pas? Non. J'insiste là-dessus. Non, pronostic, je dis non. Parce qu'à Pau, on parle d'occasion, vous le voyez hein, sur les réseaux sociaux, d'occasion ratée par Pau, de s'ancrer un petit peu plus vers le haut de tableau. Est-ce que Pau doit commencer à regarder derrière? Ils ont gagné à Bayonne à l'extérieur. Ils ont gagné à Bayonne, ils avaient gagné à Clermont en début de saison. Ils ont des fondations solides. C'est la deuxième défaite à domicile. C'est sûr, après le Racing. Mais ils ont des fondations solides. L'année dernière, on avait très peur pour la section parce que c'était extrêmement friable. Là, je trouve que cette année, quand même, ils sont sûrs d'eux. En plus, là, c'était un match très particulier. Hein. Les conditions, on ne va pas en avoir tout le temps, tous les week-ends, des comme ça. Donc voilà, ça reste des matchs à part. C'est sûr que perdre à la maison, ça met un gros coup d'arrêt dans ce championnat, mais après, vous allez chercher une victoire à l'extérieur de Raccro la semaine suivante, tout est relancé. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu avant de voir si la section s'enfonce dans le ventre mou. On dit un mot du cauchemar de l'aviron bayonnais, balayé à Toulouse. Ça, c'est pas très surprenant, qui a perdu 2 joueurs sur le carton rouge, peut-être son capitaine jusqu'à la fin de la saison pour une blessure au-dessus du coude. Oh là, Toulouse est trop fort, tout simplement. Là, Toulouse est une équipe magnifique, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas sur ce genre de match que l'aviron bayonnais va forger son maintien. Quand même pour eux ce dimanche. Oui, c'est un cauchemar, oui. C'est difficile de voir Yannick Bru souffrir comme ça sur son ancien stade. Il vaut peut-être mieux en prendre une énorme là et aller chercher quelques victoires. Non, mais c'est vrai, quitte à exploser, autant exploser bien une seule fois et puis derrière se remobiliser. Je crois qu'on ne souligne pas assez la perf du Stade toulousain. Et encore une fois, depuis le retour des internationaux, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe, on a retrouvé le Toulouse de l'année dernière, il faut le dire. Hein, le rouleau compresseur, la machine de guerre qui marche sur tout le monde. Et ils ont marché sur l'aviron. Voilà. Il y a quand même un monde d'écart entre les deux clubs sur le papier à la base. La Rochelle s'est imposée à domicile. Agen a perdu à Clermont, là aussi, comme pour Bayonne, logique. Oui, mais en faisant un bon début de match. Hein. Alors, je n'étais pas au match, mais j'ai écouté ce qui se disait à la radio, j'ai un peu lu. On dit qu'Agen a vendu chèrement sa peau. Oui, ils les ont bien embêtés. Ils les ont bien embêtés et ce score a pris de l'ampleur. Le score a pris de l'ampleur, s'est alourdi en fin de match, mais franchement, Agen a été très embêtant pour des Clermontois qui, je pense, aussi un petit coup de mou physique parce que les deux tableaux aussi à chaque fois, Coupe d'Europe, voilà, c'est compliqué à jouer. Mais franchement, Agen et Christophe Lossuc, on ne parle pas assez d'eux parce que c'est un sacré boulot, c'est un super coach. Avec un très petit budget, le plus petit, je crois d'ailleurs. Christophe Lossuc est capable de tirer une équipe. On parlait de bide et là, on n'y est plus pour Agen. On va revenir à la perf. Agen, c'est très très bien ce qu'ils font, malgré les défaites à Clermont. Christophe Lossuc, il amène 30% de plus à l'effectif qu'on lui confie. C'est un club qui a perdu quasiment plus de 40 joueurs en 2 saisons. Ouais.
Donc à chaque fois, vous reconstruisez. Et qui reste grâce à la qualité de son centre de formation. Le centre de formation. Et sa politique éducative d'entraîneur et de staff de haut niveau. On a fait le tour du top 14 pour tout ce qui est de l'actualité de cette journée. Et bien évidemment, le championnat, l'actualité, on le disait tout à l'heure, elle est moins souriante. Dans une semaine, le 9 décembre, ça fera 1 an que Nicolas Chauvin, le 3e ligne de l'équipe Espoir du Stade français, avait été victime très grièvement blessé sur le terrain lors d'un match à Bègles à l'issue d'un plaquage. Il était décédé 3 jours plus tard au CHU de Bordeaux. L'affaire, bien évidemment, à l'époque, avait suscité beaucoup d'émotions. Le souvenir, évidemment, est extrêmement douloureux pour la famille de Nicolas Chauvin, pour ses proches. On a évidemment une pensée pour eux ce soir. Est-ce que, messieurs, pour l'UBB, parce que ça s'est déroulé sur le stade André Moga ce 9 décembre, c'est toujours quelque chose de très douloureux aussi. Alors pour les joueurs qui étaient sur le terrain, bien sûr, mais pour tout un club, pour toute l'idée qu'on se fait du sport. Non, mais c'est atroce, oui, c'est difficile d'avoir des mots. C'est atroce parce que le rugby est un sport de contact, donc forcément, quand on a joué contre un joueur et que ça s'est terminé comme ça, on a un sentiment de culpabilité. Oui, c'est affreux là, à supporter, je pense, moralement. Pour l'UBB aussi, il y avait eu un traumatisme. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le mot qui n'a rien à voir avec, encore une fois, la famille Nicolas Chauvin, avec l'équipe du Stade français, mais c'était des joueurs de l'UBB aussi qui étaient sur l'action. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a une cellule psychologique qui avait été mise en place également du côté de l'UBB, des circonstances dramatiques qui ont touché tout le monde. Voilà. On pense forcément, bien évidemment, à Nicolas Chauvin, mais aussi aux joueurs qui l'ont plaqué, parce que vivre avec ça, c'est, Jérôme en parlait, ce sentiment de culpabilité, alors que c'est peut-être le genre de geste qu'on voyait quasiment une fois par match avant tous les week-ends. Bon, c'est un accident dramatique et qui a laissé des traces, ça c'est sûr. On va en parler juste après des suites de cette histoire, qui n'était pas le seul accident sur un terrain de rugby l'an dernier. Le père de Nicolas Chauvin, Philippe, vous allez le voir, a déposé plainte contre X pour homicide involontaire tout à fait récemment au parquet de Bordeaux. La plainte a été déclarée recevable. Il dit si Nicolas avait été plaqué dans les règles, il serait encore là. Est-ce que vous comprenez sa démarche ou pas? Là, j'ai du mal à m'exprimer. Je pense qu'on ne peut pas aller contre la douleur d'un père, en effet. C'est vrai que notre sport est devenu effrayant. Mais il a regretté qu'il n'y ait pas de sanction, lui, contre les 2 joueurs auteurs du plaquage. Ouais, mais si vous voulez... c'est un sujet très difficile pour s'exprimer dans les clubs, parce que ça fait partie du jeu, vous le dites, mais le père Nicolas Chauvin estime que c'est trop dur pour que ça fasse partie du jeu. Alors, ce qui est vrai, c'est que le parquet a jugé sa plainte recevable, je crois. Donc ça va aller à l'instruction, si j'ai bien suivi. Il va y avoir des actes d'enquête, d'instruction, les joueurs vont être entendus, les témoins qui étaient là ce jour-là également. Moi je pense que ça fait partie du jeu, même si c'est affreux, mais c'est vrai que notre sport devient de plus en plus effrayant, on va en parler. De plus en plus dur, de plus en plus violent. Oui, de plus en plus violent, c'est dramatique, mais ça reste, à mon sens, ça reste un accident, et Jérôme le disait, on ne peut pas se mettre à la place d'un père, s'il a besoin de ça pour faire son deuil, il faut respecter cette décision. Maintenant, voilà, en vouloir à ces 2 joueurs, moi je ne suis pas sûr que ce soit la solution. C'était une catégorie qui était très étrange. Ouais, il y avait des espoirs, il y avait déjà des contrats pro contre des jeunes joueurs. Il y avait des premières années qui jouaient contre des joueurs de 22 ans, il y avait des pros qui redescendaient. Bon, voilà, il y avait une différence au niveau de la densité physique qui était énorme. Moi, je pense que c'est plus sur ça qu'il fallait se pencher. Et d'ailleurs, les instances l'ont fait. On a réformé cette catégorie, que malheureusement, ces 2 pauvres jeunes qui ont fait un mauvais plaquage, un mauvais geste, mais dans un sport de combat, que ce soit au rugby, handball, même au foot, et des fois, l'engagement, l'agressivité dépasse un petit peu ce qu'on veut faire, on ne maîtrise pas tout. C'est un accident. Bien justement, la Fédération française, depuis le début de la saison, a instauré de nouvelles règles chez les amateurs. On va en parler d'ailleurs, pourquoi ces règles n'existent pas chez les pros. Avec l'abaissement de la ligne de plaquage à la taille, avec l'interdiction du plaquage à 2 simultanément. Est-ce que vous pensez que ça va changer des choses? C'est pas plus jamais ça, parce que c'est comme ça qu'on avait titré ce thème suite à Nicolas Chauvin, mais des accidents, vous le disiez, peuvent toujours se produire sur un terrain de sport. Mais est-ce que ces règles-là suffiront pour éviter les drames? Moi, je suis très partagé. Et alors, plutôt que de dire ce que je pense, c'est vrai qu'on a un petit peu travaillé sur les nouvelles règles depuis le début de la saison. Et même chez les acteurs, en fait, les avis sont très divergents. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent... Déjà, il a fallu rebosser techniquement, que ce soit au niveau de la technique de plaquage, mais même au niveau du jeu. Mais il y a certains joueurs qui vous disent que oui, en effet, en plus, ça fluidifie le jeu et qu'il y a il y a plus de plaquage sur le haut du corps, donc que c'est moins violent. Il y en a d'autres qui vous disent, mais je peux me faire une commotion encore plus si je vais plaquer, chercher dans les jambes Jérôme et que je me prends son genou. Voilà, bon, il y a plein d'avis comme ça qui sont très différents. Il y a des entraîneurs même qui hésitent à dire à leurs joueurs de plaquer aux jambes parce que vous pouvez quand même faire un genou assez facilement à un joueur. Voilà, c'est compliqué de dire si ces règles vont vraiment porter leurs fruits ou pas. Ouais, moi je me demande si un joueur surpuissant qui joue derrière ne va pas encore plus facilement traverser. C'est-à-dire si vous avez un jaune à l'eau mou, il suffit de lui donner la balle et il va traverser hyper facilement par sa seule puissance, puisqu'il aura
à gagner que des duels face à un seul adversaire. Donc ça peut complètement bouleverser le jeu, pas toujours dans le sens que l'on veut, mais je pense qu'au niveau strictement de la sécurité, ça valait le coup d'être essayé quand même. Serge Simon disait ces derniers jours dans une interview dans le cadre de la promotion d'un livre à paraître que c'est la notion d'acceptation du risque par le grand public qui a changé. Il dit le rugby n'est pas plus dangereux aujourd'hui qu'il n'était à son époque. Simplement, c'est ce seuil de tolérance au risque qui a baissé dans l'opinion publique. En clair, on ne supporte plus de voir des chocs. Alors là, on a parlé des cas extrêmes. Nicolas Chauvet, encore une fois, c'est aussi pour lutter contre les commotions que la fédération a changé ses règles. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepte moins le risque? Oui, il se trompe de débat, Serge Simon. Si, dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Ça reste un jeu quand même. On ne peut pas tolérer que des jeunes perdent la vie sur un terrain. Oui, alors avant, il y avait beaucoup de blessés sur des mêlées effondrées. Ça, je crois que ça a presque disparu. Parce qu'on fait beaucoup plus attention. Oh, puis ils ne poussent pas les mêlées. Voilà, chez les amateurs. Et puis maintenant, il faut des spécialistes absolument pour jouer en première ligne. Donc, il y a un type d'accident qui a énormément baissé. Mais c'est vrai que ça reste un problème. Donc, ce que dit Serge Simon mérite d'être entendu quand même. Moi, je pense que c'est aussi l'évolution. Et malheureusement, quand vous voyez les joueurs, même de Fédéral 2, leur musculature, leur capacité athlétique, face à des joueurs qui ne sont pas... Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait dans ces divisions-là il y a 20 ans. Et il faut le dire, mais même maintenant au niveau pro, nous, on travaille à l'Union Bordeaux-Bègles, par exemple, quand on voit certains jeunes de centres de formation, ce sont des mastodontes. Voilà, ouais. Ça a tout changé. Et ça, c'est sûr que au niveau des collisions, c'est beaucoup plus dangereux qu'avant, à mon sens. Oui, à mon sens. Alors, pourquoi pas chez les pros? Pourquoi pas de changement de règles chez les pros? On a parlé des amateurs, les règles dont on vient de parler, elles sont en vigueur chez les amateurs depuis le début de la saison. Pourquoi pas dans le monde professionnel? On se souvient de l'énorme carton qu'avait pris le joueur de Clermont au Racing au mois de janvier, qui a été très spectaculaire. Les pros ne sont pas à l'abri non plus d'un drame sur un terrain. Il y a des commotions cérébrales. Pourquoi ces règles-là ne sont pas en vigueur chez les pros? Pourquoi on ne baisse pas la ligne de plaquage chez un pro et qu'on arrête de voir des plaquages à hauteur du sternum, à hauteur de tête, qu'on voit encore ce week-end, qu'on a vu encore ce week-end? Parce que dans l'esprit du législateur, on estime qu'un professionnel qui s'entraîne tous les jours est physiologiquement plus apte à supporter les chocs. Oui, mais ça va plus vite et plus fort. Ah aussi, mais c'est plus résistant. Alors, quand vous voyez Jalibert face à un joueur samoan, on peut se poser la question. Oui. Moi, je ne suis pas pour, parce que je trouve que la beauté du rugby, c'est ça, c'est un sport d'affrontement aussi. C'est un sport de défi. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Mine de rien, si on enlève ça... Il n'y a pas un match sans qu'il y ait un plaquage dangereux. Alors, les arbitres font leur métier, c'est pas ça, mais il y a, avec la vitesse, avec les impacts, avec les dérapages, les changements d'appui, il y a toujours un plaquage haut dans un match de rugby aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas, encore une fois, le baisser? Non, vous n'êtes pas pour? Non, moi non. Mais... Autrefois, on plaquait aux jambes. Ouais, quand on commençait à jouer au rugby, on disait plaque aux jambes pour arrêter l'action. Maintenant, c'est fini, on veut bloquer et empêcher l'adversaire de relancer. Le rugby était un sport d'évitement. Les joueurs ne cherchaient pas le contact. Depuis les années 90, à peu près, les joueurs cherchent le contact parce que les espaces se sont réduits. Donc, ça rend, par définition, le sport encore plus dangereux. Et quand il est pratiqué par des gars de 110 kg de muscles, c'est des 35 tonnes qui se percutent sur l'autoroute. C'est une belle image. Ouais, je peux pas dire mieux. Trop dangereux le rugby de haut niveau aujourd'hui ou pas? Pour conclure, messieurs. Non, je pense pas. Je pense que Jérôme a raison. Les joueurs sont prêts, sont préparés à ça. Maintenant, même dans les centres de formation très jeunes, on est préparé à ces collisions-là. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Trop dangereux. Faudrait avoir des stats, des chiffres précis. J'en ai pas par rapport aux saisons précédentes ou par rapport à certains sports. Est-ce qu'il faut les équiper de casques, les joueurs? Ça existe déjà, les casques. Ils ne sont pas obligés de les mettre. Non, et ils disent qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, il y a quand même le professeur Chazal, j'ai oublié son prénom, de Clermont-Ferrand, qui est un neurologue. Réputé, oui, ouais, alors lui, il dit quand même qu'il voit des pathologies, des grands accidentés de la route d'avant l'airbag des années 60. Dans le monde du rugby aujourd'hui. Voilà. Alors lui, donc, il dit, il est un peu, effectivement, il tire un signal d'alarme. Et on le dit, on le répète, et les fédérations, les instances font beaucoup de choses pour rendre le rugby plus sécurisant, mais il y aura toujours cette notion de risque inhérente à la pratique de ce sport-là. Oui, sport d'affrontement, c'est obligé. Mais pas qu'au rugby. Pas qu'au rugby. Un sport comme le foot, vous pouvez avoir un accident, alors c'est différent, mais un sport comme le handball, pareil. Ce sont des sports d'affrontement, ce sont des sports de défi, ce sont des sports de duel. Donc oui, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Oui. Pas de risque zéro. Pour conclure, c'est vous qui avez le mot de la fin. En 20 secondes. Écoutez, 20 secondes, non, mais là c'est trop triste, on ne va pas plaisanter. Je suis moi-même consterné par l'histoire du jeune Chauvin. Là, moi j'étais à l'hôpital, je me souviens des dirigeants du Stade Français qui arrivaient, c'était terrible. Merci beaucoup Jérôme Prévost, Nicolas Paolorsi d'avoir décrypté l'actualité du rugby en Nouvelle-Aquitaine et même un peu au-delà ce lundi soir. C'est fini pour le Petit Pilier ce soir, on ferme jusqu'à lundi prochain. Bye. Au revoir.